Alors, pour la partie 3, donc, je rappelle, nous sommes toujours en train de regarder un peu comment est constitué ce roman de Madame Calixte Béala qui s'appelle La Plantation, publié en 2005, 414 pages, on l'a déjà dit, je le redis, 28 chapitres. Donc, la troisième partie, c'est ce que j'ai appelé d'entrée de jeu, les péripéties. Une fois qu'il y a un élément qui perturbe l'ordre établi, il y a les retombées. C'est ce qu'on appelle des péripéties. Alors, quelles péripéties, à quelles péripéties assiste-t-on dans cette narration proposée par Madame Calixte Béala? Les fermiers blancs, jusque-là, qui avaient l'air d'aller, voilà, l'indépendance arrive, et puis, ben voilà, l'indépendance vient créer un petit peu la panique. Alors, que se passe-t-il exactement? Alors, ben, ce clan, ce ghetto de fermiers blancs riches, richissimes, ben, se sent un peu menacé psychologiquement, mais ils se sentent également menacés aussi dans leur chair, puisqu'il y a des égorgements, il y a des assassinats, il y a tout ce qu'on peut imaginer comme violence acceptable ou inacceptable selon, voilà. Et bien, petit à petit, ces fermiers commencent à organiser une espèce de transhumance vers les pays voisins, le Lesotho, le Botswana, l'Afrique du Sud. Et ils commencent à partir parce que, I mean, yes, running for their lives, if we might say in English, yeah. Et donc, commencent à partir. Le Zimbabwe devient donc un endroit relativement hostile et qui va donc créer cette espèce de vague entière de gens qui vont essayer d'aller trouver refuge dans les pays frontaliers. Et ils laissent derrière eux, c'est une seconde conséquence, ils laissent derrière les travailleurs noirs, ceux qui ont bien voulu continuer à travailler avec eux, alors que enfin, les rebelles dans le maquis se sont battus pendant longtemps pour que cette chose-là s'arrête. Alors tout d'un coup, ils sont vus un petit peu comme des traîtres qui ont retardé la redistribution des terres parce qu'ils ont continué à collaborer avec l'ennemi blanc, parce qu'effectivement, ils sont traités comme de vrais collabos et de vrais pestiférés. Donc l'ambiance générale, c'est une espèce de dépression généralisée qui va se saisir de tous ces fortunés blancs d'hier et qui deviennent du jour au lendemain, pas mendiants, mais pas loin. En tout cas, beaucoup deviennent des sans domicile fixe. Ça, c'est une partie de l'histoire. D'autres vont essayer d'organiser la résistance. Une résistance un peu faiblarde, mais ils essaient d'organiser la résistance quand même. Donc, tous les Européens ne quittent pas le navire. La résistance va s'organiser un peu en sourdine, chacun participant à sa manière pour essayer de fomenter ou d'aider à une espèce de révolte contre le pouvoir. Parce que le pouvoir qui s'installe après l'indépendance, mais en fait, ce n'est pas propre au Zimbabwe. Le pouvoir qui s'installe au moment de l'indépendance, au lieu de libérer effectivement le peuple noir, finit par devenir un pouvoir lui-même dictatorial. Parce que, effectivement, le Zimbabwe, d'après l'indépendance, est tenu par ce que Mme Béala appelle un dictateur démocratiquement élu à vie. Et dans ceux qui veulent combattre cette dictature démocratiquement élue, si on veut dire, il y a un certain David Spear et Nielsen, deux personnages qui sont en fait des diplomates britanniques installés à Harare. Il y a un certain Ernest Piccadilly. Piccadilly, ça c'est un étudiant gauchiste qui a du mal même à finir sa propre thèse. Il est en fait un petit paumé de gauche dans Harare.
Il y a Eli Briston, lui c'est un barbouze néerlandais qui a bourlingué dans toute l'Afrique et puis qui a échoué, on va dire, ici au Zimbabwe. Eli Briston, néerlandais, polygame, évidemment, il s'est marié à 400 000 femmes africaines parce qu'il est amoureux de la cause noire. Et il faudra rajouter à tous ceux qui organisent évidemment cette résistance une certaine Blues Cornu. Blues Cornu estime que la terre où elle est née lui appartient au même titre que les autres noirs du Zimbabwe. Et elle, en dépit des conseils que lui donne son entourage blanc, elle essaie d'aider les Zimbabwéens noirs, en tout cas la rébellion, l'opposition clandestine, à organiser un coup d'État contre le régime militaire et policier du dictateur. Donc la Blues Cornu fait partie de cette résistance-là. Donc tous, ils essayent, avec les moyens de bord, de s'appuyer sur les opposants. Un qui est nommé souvent, c'est un certain Zagirane, qui va travailler de très près avec Eli Briston, qui lui aussi semble marié à la cause des Zimbabwéens noirs, donc qui veulent d'un Zimbabwe démocratique où les choses se passeront comme au mieux pour les uns et pour les autres. Voilà, donc ça c'est toutes les conséquences de l'indépendance du Zimbabwe.